Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission À l'origine. Bonjour Georges Kejman. Bonjour Steve. Et merci de nous recevoir aujourd'hui chez vous. Nul besoin de vous présenter. Vous êtes un avocat de renom, un homme investi également dans la vie politique française. Vous avez été plusieurs fois ministre délégué sous le mandat de François Mitterrand. Vous venez de publier un très beau livre, écrit avec Vanessa Schneider, L'homme qui voulait être aimé aux éditions Grasset. Ce livre m'a bouleversé. Vous revenez sur votre parcours de vie incroyable, mêlant une certaine nostalgie à vos convictions féroces, l'amour à l'amitié et le droit à la liberté. J'ai été frappé par la première phrase de votre livre. Vous dites « Je suis un homme qui va mourir ». C'était le moment pour vous d'écrire ce livre ? Je pense que ça l'était. J'ai été longtemps hostile à l'idée de me pencher sur mon passé pour des raisons de forme et de fond. De forme, parce que je n'ai pas de talent d'écriture, et je le dis sans fausse modestie. De fond, parce que je ne trouvais pas que ma vie soit si exceptionnelle qu'elle mérite d'être mentionnée nulle part. Puis je me suis laissé convaincre et je ne le regrette pas. Vos parents étaient des juifs polonais. Votre mère est née à Varsovie et votre père, non loin, issu de familles modestes. Ils arrivent en France en 1921. Non, en 1931. 1931. 1931. Je tiens toujours à souligner que non seulement je suis né, mais j'ai été conçu en France. Quel souvenir vous gardez de cette période d'avant-guerre ? Alors, cette période d'avant-guerre, je n'ai pas d'immenses souvenirs. D'abord, il y a les toutes premières années où mes parents vivent encore ensemble, et ça, c'est très confus. Et quand j'ai 3-4 ans, mon père et ma mère se séparent, et je suis confié à ma mère. Et ma mère est dépourvue de tout. Elle n'a pas de culture, pas d'instruction, mais elle n'a même pas la connaissance d'une langue quelconque. Si vous n'avez pas la pratique d'une grammaire, que ce soit en polonais, en yiddish, en français, ou ce qu'on voudra, c'est toute votre appréhension du monde qui change. Mon père est un peu plus, je dirais pas cultivé, mais un peu plus instruit, et il s'en va. Et donc je vais, dès mon enfance, tirailler entre ma mère, femme très, très généreuse et courageuse, mais assez frustre, et mon père qui, bizarrement, va très vite se trouver à l'aise dans la société parisienne. Dans le livre, à maintes reprises, vous parlez de votre maman avec beaucoup de tendresse, et vous nous laissez voir par des métaphores et des scènes de vie que c'est pas facile pour elle. Est-ce que vous pensez que vous avez puisé une force à travers après ce que va devenir votre grande carrière avec ces images-là ? Alors, je pense que l'expérience de la pauvreté ne s'oublie pas. Et beaucoup plus tard, quand je passais pour un gandin, même au sein du Conseil des ministres, où seul Pierre Bérégovoy avait le statut d'ancien prolétaire, alors que j'aurais pu l'avoir bien mieux que lui, mais enfin sans en avoir les apparences extérieures, je me disais ça, que la pauvreté est à la fois une expérience qui ne s'oublie pas et qui, à vrai dire, est indispensable. J'ai toujours regretté que les camarades du Parti socialiste viennent souvent d'horizons bourgeois, confortables, et n'aient pas cette sensibilité-là qui est une indulgence, une bienveillance tout à fait naturelle à l'égard des pauvres. Un peu plus tard, la guerre éclate. Vous échappez avec votre mère aux rafles, mais votre père disparaît à jamais à Auschwitz. Vous racontez dans votre livre avoir écrit à Auschwitz « Pardon d'avoir survécu ». Pourquoi ? Oui, lorsque j'ai visité Auschwitz, j'étais ministre en déplacement officiel. Bien entendu, il n'était pas question d'être en Pologne sans me rendre à titre personnel à Auschwitz. Et on prend conscience en quelques secondes qu'on est un survivant qui doit tout à la chance et à rien d'autre. C'est vrai qu'on se dit pourquoi moi je suis là et pourquoi les autres ont été réduits en cendres. Et ce réflexe d'écrire
pardon. Je crois que pardon d'avoir survécu, c'est ce qu'ont ressenti énormément de Juifs se rendant à Auschwitz. Vous écrivez « On gaze des enfants à Auschwitz ». Vous, Maître Kiechman, vous avez consacré votre vie au droit, à la justice. Est-ce pour vous une résonance à l'injustice de la Shoah ? Oh, moi, la Shoah, ça va bien au-delà de l'injustice, ça va bien au-delà du droit bafoué, ça va au-delà de l'humanité. C'est pour ça que, à mes yeux, rien ne justifiera jamais la Shoah. C'est hors de la compréhension. Je pense que dans le judaïsme, il y a une dimension de compréhension de l'autre. Mais la compréhension de l'autre, elle s'arrête quand même à un certain moment. Et je pense que la Shoah, pour moi, c'est à la fois la condamnation totale de ceux qui l'ont organisée, mais c'est aussi peut-être à une incrédulité fondamentale à l'égard de Dieu, parce que je ne vois pas ce qui, de près ou de loin, pourrait, d'un point de vue divin, justifier le fait qu'on ait jeté des enfants dans les chambres à gaz. Il y a un moment très touchant dans le livre où vous dites on peut devenir fou sans amitié. Je pense à... Je pense en ce qui concerne ma mère, par exemple, qui a sombré dans une forme de folie sénile très caractérisée, que c'était l'isolement, c'était le manque de dialogue. Elle n'avait pas de mari, ses filles aînées étaient lointaines, son fils était mystérieux. Encore une fois, je vivais à côté d'elle sans vivre avec elle. Donc je pense qu'elle a connu des grands moments de solitude qui après ont été comblés par des choses un peu dérisoires, comme la télévision. Je pense que le plus grand moment de sa vie, c'est quand elle a vu son fils pendant 2 heures dans une émission en direct qui s'appelait Procès, qui était produite par Eliane Victor. Et là, elle devait être devant son poste, Fière. Tout à fait fière, dans une robe de chambre impeccable, puisqu'elle croyait que les gens de l'autre côté de l'écran la voyaient et que rien ne pouvait la convaincre du contraire. Vous écrivez « Sans les livres, je n'aurais pas été celui que je suis devenu ». Je reprends votre thématique de l'amitié, qui pour moi est une forme d'amour très forte et de loyauté. Est-ce que vous pensez que c'est à travers des personnages de livres, des auteurs, que vous êtes allé chercher cette force ? Je le pense. D'abord parce que, dans ma génération, on n'était pas distrait par la radio, la télévision, surtout en période de guerre. Et très vite, mes sœurs aînées, les amis de mes sœurs aînées, m'offraient des livres plutôt que des jouets. Et je peux dire qu'à 7-8 ans, c'est vrai, je lisais des livres dans des éditions qui étaient presque pour adultes et dont j'ai conservé certaines. J'ai très vite compté sur les livres et sur les enseignants. Pour moi, il y a 2 sauveurs, 2 catégories de sauveurs, les livres et les instituteurs, puis les professeurs, bien sûr. Et puis les films et la culture et l'art en général. Oui, alors après, bien sûr, parmi ceux à qui on doit tout, il y a les films et il y a les femmes, bien entendu, qui sont les enseignantes les plus riches, les plus cultivées, les plus nuancées et les plus recherchées. D'ailleurs, vous leur rendez un grand hommage dans votre livre, aux femmes. Ah oui, quand on dit que Mao Tse-tung aurait dit que les femmes étaient la moitié du ciel, pour moi, c'est bien plus que la moitié. D'accord. L'amitié prend une place essentielle dans votre livre et plus particulièrement celle qui vous lie à Pierre Mendès France. Vous dites « Mendès pour moi est un dieu ». Et plus loin, il était juif et avait quand même réussi en politique. Est-ce que le monde politique de l'époque était hostile aux juifs ? Ah, je crois que Mendès ne se plaignait jamais d'une forme d'antisémitisme à laquelle il se heurtait. Pourtant, jusque dans les rangs du Parti communiste, par exemple, quelqu'un comme Jacques Duclos était connu pour tenir à l'égard de Mendès des propos assez outrageants. Il n'était évidemment pas le seul. Et quant à l'extrême droite, quelqu'un comme Tixier-Vignancourt disait « Mendès, oui, mais Mendès France, ça veut rien dire. France, c'est un domicile. » Dans votre livre, vous revenez sur certaines grandes affaires qui ont marqué votre carrière, notamment Pierre Goldman, le baron Empin, Charlie Hebdo.
Vous écrivez « Moi, le petit juif polonais, élevé par une mère illettrée ». Vous êtes alors l'avocat de Gaston Gallimard. Quelle affaire vous a le plus marqué, si on peut en parler d'une en particulier? Alors, il y a des affaires qui m'ont marqué à cause de leur résonance sociale, quand je me suis occupé de la famille de Malik Oussekine, ou quand finalement, à travers l'affaire Goldman, c'était le problème des preuves, de leur solidité, de la place faite au doute qui se posait de manière générale. Mais à titre personnel, ce qui m'a peut-être le plus frappé, c'est quand le gouvernement américain m'a demandé d'être partie civile dans un procès qui était le premier procès contre un terroriste international en France, terroriste qui était Georges Ibrahim Abdallah. Parce que là, il y avait à la fois un adversaire redoutable, qui était Jacques Vergès, il y avait une difficulté de preuve que je ne méconnaissais pas, et puis il y avait quand même une cause à défendre, c'est-à-dire le droit à la vie de ceux qui avaient été tués par ce réseau, les forces armées révolutionnaires libanaises. Pour conclure notre entretien, je me permets de revenir sur le titre de votre livre, dont j'adore la photo. L'homme qui voulait être aimé. Est-ce la recherche de l'amour qui vous a motivé toute votre vie, de l'amour d'une mère à celui des autres? Je pense qu'étant enfant, alors que vraiment, je ne dirais pas que les faits se sont penchés sur mon berceau. Les faits de l'histoire ne se sont pas penchés sur mon berceau. Mon père était parti. J'étais ballotté entre ma mère, mon père, mes sœurs aînées, la maîtresse de mon père qui me paraissait représenter toute la féminité que je ne trouvais pas dans ma relation avec ma mère. Ensuite, petit garçon persécuté, qui quand même très vite apprend qu'il n'a pas le même droit que les autres. Pendant la guerre, dans le village de Lois-sur-Arnon, j'ai pas le droit de préparer le concours des bourses pour rentrer au collège. Il y a de place pour moi que si toutes les autres ont été occupées par des gens qui ne sont pas des petits juifs. Donc l'idée que d'appartenir quand même à une catégorie qui n'est pas souhaitée fait que l'envie d'amour est immense. Et chez moi, effectivement, cette envie d'amour a été comblée, Dieu merci, par les amis, pas seulement par des amis politiques plus âgés comme Pierre Mendès France, mais je pense à Norbert Ben Saïd, à Jacques Saporta, à des gens qui m'ont beaucoup apporté. Et je crois très fort à cette nécessité de trouver du réconfort chez les autres et de leur apporter ce réconfort. Encore une fois, pour moi, la judaïté, c'est un devoir de bienveillance qui ne connaît sa frontière que là où l'inhumanité commence. Aucune indulgence, ni pour le passé des nazis, des miliciens ou des gens comme ça. Mais par contre, dans la vie, le premier devoir, c'est d'essayer de comprendre. Et évidemment, c'est l'envie d'être compris et, si possible, d'être aimé. Merci. Merci beaucoup, Maître Kiechman, pour cet entretien. C'est bouleversant, ce livre, tout d'abord parce que c'est d'une honnêteté totale et c'est une main de fer. Et j'ai vu le gant de velours en lisant le livre. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous. À très bientôt pour de nouveaux horizons. Merci.